Bonjour, mesdames et messieurs. Ça fait plaisir de vous retrouver après une aussi longue absence de 3 mois. C'était bien par ma faute, si on ne s'est pas vu avant. Alors, le Metropolitan Museum de New York que nous allons voir aujourd'hui, familièrement appelé le Met, est le plus vaste musée des États-Unis. Sa collection permanente contient plus de 2 millions d'objets. Il faut bien savoir que ce ne sont pas tous des peintures ou des sculptures, parce qu'il y a beaucoup de collections présentes au Met. Ils ont des collections d'instruments de musique, de costumes, d'armures, d'armes anciennes, de pièces de monnaie, etc., etc. Le bâtiment principal est situé sur la 5e avenue à New York, en bordure du Central Park. C'est un des seuls bâtiments qui est permis, dont la construction a été permise à l'intérieur de ce parc. Fondé en 1870 ayant comme mission de rapprocher la population de l'art et de l'éducation, on y retrouve des œuvres de l'Antiquité classique, des grands maîtres européens et une grande quantité, évidemment, de tableaux américains. Avec ses 2 millions de visiteurs par année, il est le 4e musée le plus fréquenté au monde. C'est donc ce qu'on appelle un musée majeur. On voit ici la cour intérieure et on voit ici la merveilleuse verrière récente qui donne directement sur Central Park et qui permet d'amener une belle luminosité à l'intérieur du musée. Alors, comme on est aux États-Unis, on va commencer par regarder les peintres américains de la collection du musée. Avec John Singer Sargent, qu'on connaît bien. Ce tableau s'intitule « Monsieur et Madame Stokes ». Un ami de ce couple avait décidé, comme cadeau de noces, de leur offrir un portrait réalisé par cet expatrié en France, John Singer Sargent. Au début, ce dernier avait choisi une robe de soirée pour la pause, mais il avait décidé d'avoir quelque chose de plus sport. Il avait pensé aussi de montrer le chien danois à côté de madame. Finalement, c'est son mari qui a remplacé le chien. C'est un des plus importants portraits peints par Sargent. Les sœurs Wyndham. Les 3 filles d'un honorable et riche londonien, M. Percy Wyndham, apparaissent dans ce tableau monumental. Sargent les a peintes dans le boudoir de la résidence familiale. Sur le mur derrière elles, on voit un tableau de leur mère. Exposé en 1900 à la Royal Academy de Londres, ce tableau fut encensé par la critique et surnommé « Les 3 Grâces » par le prince de Galles. Le modèle italien. Dans cette composition audacieuse, Sargent explore les possibles expressions de la forme humaine dans la pose calculée de son modèle et crée un sens d'intimité avec cette technique inusitée. Cette représentation d'un mâle nu peut être associée avec des innombrables études réalisées pour ses projets de mural à la bibliothèque de Boston et du musée des Beaux-Arts de cette même ville. Les armoiries de Charles d'Espagne. Ce tableau est un de mes préférés parce que je trouve qu'il a réussi un tour de force en illustrant quelque chose qui est, à prime abord, très banal. Alors, il a réussi à métamorphoser un sujet monochrome, un relief en pierre, en une étude étincelante de lumière dorée frappant une pierre pâle. Remarquez toutes les tonalités subtiles qu'il a insérées dans ce tableau, un peu inspirant à prime abord. Égyptien puisant l'eau du Nil. Sargent a visité plusieurs fois le Moyen-Orient. Voyageant en Égypte en 1890, il a peint ce tableau qui montre un instrument d'irrigation pour remplir un fossé où d'autres iront boire ou remplir des contenants d'eau. Comme d'autres avant lui, Sargent croyait probablement que les coutumes de cette région n'avaient pas changé depuis les temps bibliques. Passons maintenant à Edward Hopper. Table pour les dames. Dans ce tableau de 1930, Edward Hopper nous montre une serveuse penchée vers l'avant qui ajuste les faux plats exhibés en vitrine de ce restaurant pendant qu'un couple est assis tranquille dans un décor intérieur cossu. Une caissière est concentrée sur sa caisse enregistreuse.
Même si à la paresse détendue, ces deux femmes détiennent des postes nouvellement disponibles pour ces femmes qui voulaient sortir de la maison. Le titre est peut-être un rappel du slogan de l'époque qui voulait attirer dans leurs établissements ces femmes fraîchement émancipées. Auparavant, les femmes qui mangeaient seules au restaurant étaient des prostituées. Le phare à Two Lights. Dans cette œuvre, Hopper isole la silhouette dramatique de ce phare sur un fond de ciel bleu. Situé sur un promontoire rocailleux du Cape Elizabeth dans le Maine, tout près de Portland, cette architecture est baignée d'un ensoleillement fort qui crée des ombres très marquées. Le phare qui se tient bien droit symbolise le refus de se soumettre et d'obéir aux aléas de la nature. Pour Hopper, ce phare signifiait aussi une distraction, lui qui était habitué autour de Manhattan où il résidait en temps normal. Bureau dans une petite ville. Amorcé à Cape Cod et terminé à New York, ce tableau est le seul que Hopper a produit en 1953. Comme à l'habitude, son personnage est solitaire, physiquement et émotivement détaché excusez-moi, de son environnement et des gens. La femme de Hopper disait que c'était un homme dans un mur de béton. Nuit sur le train. Un couple se rapproche dans un train à côté d'une fenêtre ouverte. Malgré le mouvement du train, Hopper a créé un arrêt dans le temps à l'intérieur de cet univers bruyant. Il a utilisé son point de vue habituel à angle qui est amplifié par la série de bancs vides derrière le couple. Petit voilier. Cette gravure de Hopper célèbre la chaleur de l'été alors qu'on voit deux hommes musclés naviguant le long de la côte de la Nouvelle-Angleterre. Hopper revenait de Paris quand il a réalisé cette scène estivale en 1922. Les deux pigeons. Ce couple au restaurant qui s'embrasse passionnément sur les deux pigeons du titre. La présence du serveur ne les freine aucunement dans leurs débats amoureux. Réalisé 10 ans après son retour de Paris, Hopper se remémore des scènes qu'il avait vues en France en réalisant cette gravure. Ombre dans la nuit. Dans cette gravure, le spectateur a une vue à vol d'oiseau d'un coin de rue new-yorkais. Hopper a créé tout un monde avec seulement quelques éléments. Une vitrine, une bonne fontaine et un homme seul qui est à la veille de franchir l'ombre au sol d'un lampadaire. C'est une vue dans le centre-ville près du port que Hopper a su rendre mystérieuse et même menaçante avec ses ombres et sa composition effrayante. Passons maintenant à Mary Cassatt, un tout autre style. Jeune mère cousin. Ce tableau de Mary Cassatt, qui date de 1900, nous montre bien que depuis 1886, elle a redirigé son art vers les femmes qui maternent et vers leurs enfants. On voit que l'enfant s'est jeté contre les genoux de sa mère, quitte à la déranger. Cette dernière s'est simplement retirée un peu vers l'arrière pour laisser la place à sa fille tout en continuant sa couture. Fillette dans un jardin. Ceci est une des nombreuses études de jeunes filles que Mary Cassatt a peintes au tournant du siècle. La jeune Margot Lux, d'un village voisin, lui a servi de modèle comme pour 50 autres œuvres de l'artiste. Cette toile illustre bien le style impressionniste de Cassatt, avec sa composition simplifiée, sa palette brillante et ses coups de pinceau audacieux. L'artiste a capté cette image dans un moment de détente de l'enfant. Mère et enfant avec un foulard rose. Mary Cassatt a peint ce tableau vers la fin de sa carrière. Les personnages, même s'ils sont placés asymétriquement, forment une pyramide selon la composition classique. Le jeu entre les lignes verticales et horizontales aide à maintenir l'équilibre. Lydia faisant du crochet dans le jardin à Marly-le-Roi. Mary et sa famille ont passé l'été de 1880 à Marly-le-Roi, environ 15 km à l'ouest de Paris. Ignorant les monuments historiques du village, l'artiste montre plutôt sa sœur aînée, joliment vêtue, absorbée par ce loisir. Même si Cassatt n'était pas friande des scènes en plein air, néanmoins, elle a réussi à capter les effets de la lumière, surtout sur le chapeau de Lydia. Denise fait sa toilette. Tenant un miroir à la main, une jolie brunette, apparemment un modèle engagé par l'artiste, étudie sa coiffure saisie à la table de toilette. Cassatt élabore sur le thème de la vanité féminine
par le jeu des reflets dans le miroir. Même si la capacité de peindre de Mary a diminué dans les dernières années à cause de sa vue déficiente, on voit qu'elle est en pleine possession de ses moyens. On aperçoit des passages chromatiques ravissants sur dans sa robe rose lavande. Le coin supérieur droit, qui est non fini, révèle les coups de pinceau rapides de Mary Cassatt. La tasse de thé. Prendre le thé l'après-midi était un rituel social pour plusieurs femmes de la haute société. Comme Cassatt était vouée à représenter des scènes de la vie quotidienne, elle a fait une série de tableaux sur ce sujet précis. Son modèle pour cette scène est sa sœur Lydia, qui était déménagée à Paris avec leurs parents en 1877. Mary Cassatt a exposé avec succès ce tableau à l'exposition impressionniste de 1881. La toilette. Ce tableau fait partie d'une série de disques que Mary exposa à sa première présence solo à la galerie Durand-Ruel à Paris en 1891. La qualité linéaire et abstraite du dos de ce sujet a attiré l'attention d'un de ses collègues et collaborateurs, Edgar Degas, qui s'est exclamé « Je ne peux admettre qu'une femme puisse dessiner aussi bien ». C'était un compliment et non une remarque sexiste. Andy Warhol. Mao. En 1972, le président Richard Nixon se rend en Chine pour rencontrer Mao Tse-tung après des décennies de rupture diplomatique. Cet événement historique a capturé l'imagination d'Andy Warhol qui a produit 199 portraits de Mao à 5 échelles différentes. Selon lui, ces images avec leurs couleurs flamboyantes montrent le parallèle entre la propagande politique et la publicité capitaliste. Mona Lisa. C'est une de ses premières œuvres et elle date de 1963. Il a utilisé la technique de la sérigraphie pour faire des copies facilement d'images préexistantes. Il a produit ce fameux chef-d'œuvre de Léandre Vinci en le multipliant 4 fois de 2 façons différentes. Les corps au pied du Dr. Scholl. Au début des années 60, Warhol était intéressé par les produits de consommation de masse, tels les soupes Campbell et les bouteilles de Coca-Cola. Quelques mois avant de se lancer dans ces séries, il s'était approprié une publicité du Dr. Scholl qui avait paru dans le magazine Red Book. Warhol a produit des tableaux qui agrandissaient la publicité qui commençait à apparaître dans divers médias. 9 Jackie. Dans les semaines qui ont suivi l'assassinat du président Kennedy, Warhol a commencé à collectionner des photos de la première dame. Il se met à reproduire sur sérigraphie une image de Jackie juste avant l'assassinat et il l'a reproduit plusieurs fois, ici 9 fois, pour parodier la couverture mur à mur que les médias avaient fait de l'assassinat. La robe Campbell. Depuis 1962, Warhol peignait des boîtes de soupe Campbell. La mode s'est mise de la partie pour faire la promotion du pop art en sortant cette robe de papier en 66-67. Même la mode se prêtait donc au jeu de la publicité. Cette robe n'est pas l'œuvre de Warhol, mais elle témoigne de sa grande influence. Norman Rockwell. L'Assemblée municipale. En 1943, Rockwell a peint les 4 types de libertés essentielles selon le président Roosevelt: la liberté de parole, la liberté de religion, la liberté de ne manquer de rien et la liberté de ne pas avoir peur. Ces tableaux furent reproduits à tour de rôle sur la une du Saturday Evening Post. Cette scène illustrant la liberté de parole se situe à la mairie d'Arlington au Vermont, lieu de naissance de Rockwell. Le livreur de courrier. Rockwell représentait la vie à l'américaine parfois de façon sentimentale, occasionnellement plus critique socialement et souvent humoristique. Cette représentation ici d'un livreur de courrier express qui fait une sieste sur des boîtes de colis, dont un qui apparaît avec l'étiquette « Rush ». La fatigue de l'homme serait due à un travail épuisant et sans doute aussi à la chaleur de l'été, ce qui est indiqué par le thermomètre derrière lui. La poule vient ajouter un aspect cocasse à la scène. Alexandre Calder. Cette sculpture s'intitule « Tête africaine ». Dans les années 20, la popularité de l'art africain allait en grandissant. Calder, alors qu'il vivait à New York en 1928, aimait sculpter dans des blocs de bois tropicaux tels l'ébène et le bois de rose. En expliquant sa technique de cette époque, Calder a déclaré
À l'époque, je faisais des choses en bois. Je prenais un bloc de bois et je faisais un minimum d'intervention sur sa forme, juste assez pour que ça ait l'air de quelque chose. Une broche pour Dorothy Miller. Calder a produit au-delà de 1800 bijoux dans sa carrière, surtout pour des parents et des amis. Calder avait fait cette broche pour Mme Miller, qui était la première directrice du Musée d'art moderne de New York, et une bonne amie à lui. Calder a trouvé le moyen, dans le motif de cette broche, de reproduire les initiales de la personne pour laquelle il l'avait façonnée. Denise, c'est-à-dire Dorothy Miller, excusez. Un mobile. Calder était issu d'une famille de sculpteurs. Son grand-père avait fait des sculptures qui ornent l'hôtel de ville de Philadelphie. Durant la période que Calder passait à Paris, il a été influencé par la fantaisie présente dans l'œuvre de Juan Miró le Catalan. C'est l'artiste français Marcel Duchamp qui appliqua le mot mobile à l'œuvre de Calder. Celles-ci sont faites de morceaux que Calder découpait dans une feuille de tôle et assemblait avec du fil de métal de façon à ce que l'air, le courant d'air, puisse les faire bouger. Ce mobile, qui date de 1942, avait été exposé au Met dans le cadre des Artistes pour la Victoire, où il avait gagné un prix. Une recommandation était ajoutée à la collection du musée. Un collier de 1940. Calder avait commencé à produire des bijoux en 1929, alors qu'il était à Berlin. À l'aide de fils métalliques et des pièces de métal travaillées, il a fait des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles. Il prenait son inspiration dans l'art africain. Là, maintenant, vous allez peut-être être surpris d'apprendre qu'il y a 5 toiles de Jean-Paul Riopelle au Metropolitan de New York. Jean-Paul Riopelle est décédé en 2002 à l'île aux Crues, je vous le rappellerai. Alors, je vais vous montrer les tableaux dont le titre est sans titre, justement. Alors, je vais vous montrer les tableaux en question. Celui-ci, je pense que ça date de sa période qu'on appelle sa période de mosaïque, pour des raisons évidentes. Bon, on va passer maintenant aux peintres italiens de la collection du musée du Met, en commençant par le Titien. Ce tableau s'intitule « Vénus et le joueur de luth ». Vénus, cette déesse de l'amour, interrompt son écoute de la musique pour être couronnée par Cupidon. Un jeune joueur de luth bien vêtu la contemple avec admiration. Le Titien a peint ce genre de scène à plusieurs reprises. Ce genre de tableau semble célébrer les plaisirs des sens aussi bien l'ouïe que la vue. Portrait d'un homme. Autrefois attribué à Giorgione, ce tableau lyrique est récemment considéré comme une œuvre du Titien. La surface du tableau a été abîmée et la toile a été coupée. Il est probable que le bras droit du personnage reposait sur une rampe, que l'ensemble de la main droite, gantée, apparaissait. La Madone et l'enfant. Cette peinture vouée à la dévotion est une des premières du Titien. On y observe le tissu transparent dans lequel Marie dépose son fils et la dalle de marbre sur laquelle elle est assise. Léonard de Vinci, la tête de la Vierge. Les experts dans l'histoire de l'art ont débattu longtemps à savoir si ce dessin était vraiment l'œuvre de Léonard. Ce qui trancha le débat, c'est quand on a découvert à l'aide de microphotographies du tableau quelques traces de hachurage parallèle faites par un gaucher. Et ce gaucher, c'était Léonard. La grande beauté et douceur de ce dessin est le résultat de la technique du sfumato, la technique qui estompe la transition entre les surfaces différentes. Tête d'un homme de profil. À partir de 480, Léonard a relié son exploration de la physionomie humaine avec l'âge de la personne. Souvent, il a représenté les jeunes gens avec des traits aux proportions parfaites, et aussi souvent, il nous montre les gens plus âgés avec des déformations physiques comme dans ce portrait. Léonard avait commencé cette œuvre en se servant du fusain noir, mais il l'a transformé en le retravaillant avec plume et encre
pour représenter un homme un peu plus jeune. Le changement le plus dramatique est le nez, qui apparaît plus court et plus droit, et un tantinet moins aquilin. Botticelli, l'Annonciation de la Vierge. Cette représentation de l'Annonciation se déroule dans un décor architectural classique, rendu avec une perspective à un seul point de fuite pour produire un effet de profondeur. La Vierge s'incline avec humilité alors qu'elle reçoit le message divin, à l'effet qu'elle sera la mère de Dieu fait homme. On passe maintenant aux peintres français de la collection du Met, en commençant par Auguste Renoir. Ce tableau s'intitule Eugène Murer. Murer était un artiste multitalentueux. Il était pâtissier, restaurateur, poète et avide collectionneur de tableaux impressionnistes. Il considérait Renoir comme le plus grand peintre du 19e siècle. Certains ont suggéré que la pose de Murer et son regard ont servi de modèle au portrait que Van Gogh a fait plus tard du docteur Gachet, aussi un collectionneur, qui se trouve, ce tableau se trouvant au musée d'Orsay. Tilla Durieux. En 1914, juste avant la déclaration de la guerre, cette fameuse actrice allemande se rendit à Paris pour poser pour Renoir. Une composition très classique de la pyramide qui apporte une certaine grandeur à cette dame. Quand Renoir a peint cet ambitieux portrait, il était tellement handicapé qu'il devait être assis dans un fauteuil roulant et on avait attaché le pinceau à sa main. La jeune baigneuse. Renoir a peint plusieurs toiles de baigneurs solitaires dans un décor extérieur. Ici, son modèle évite son regard, assise dans une position de profil aux trois quarts, innocente et sensuelle à la fois. Les coups de pinceau de Renoir sont souples et doux. Ce tableau a sans doute été peint en atelier car le décor semble plus imaginaire que réel. Nature morte aux pêches et aux raisins. Renoir a passé une partie de l'été de 1881 dans un petit village de Normandie à Vargemont. Durant son séjour chez un de ses clients, il a peint deux natures mortes similaires, mais aux couleurs contrastantes. Ici, il nous montre le joli plat en faïence de la maisonnée, où sont empilées des pêches. Son hôte s'empressa d'acheter le tableau réalisé sous son toit. Serveuse au restaurant Duval. Renoir représente une serveuse qui travaillait dans l'un des plusieurs restaurants tenus par le boucher Duval. Le guide Michelin de l'époque décrivait ces établissements comme servant un menu limité, mais bon marché. Renoir nous montre cette serveuse à la physionomie un peu banale, mais non dépourvue d'une certaine élégance. Renoir était à l'aise quand il faisait des portraits comme celui-ci, où ses sujets semblent éternels. Marguerite Thérèse Bérard. Renoir a peint cet enfant de 5 ans, dite Margot, qui était la fille d'un de ses clients et amis. Il a passé plusieurs étés à leur résidence en Normandie et a eu l'occasion de peindre l'album de cette famille, en faisant le portrait des 4 enfants. Il a fait ce tableau pour amuser Margot après son cours avec son professeur d'allemand qu'il avait laissé l'enfant en pleurs. Apprendre l'allemand à 5 ans, mais à quoi donc ont songé ses parents? Nu de dos. Ce nu de 1883 renoue avec la grande tradition de l'art classique qui préoccupait tant Renoir dans les années 80. Ici, il voulait rendre hommage à Ingres et à sa grande odalisque qui se trouve au musée du Louvre. Sauf qu'il a transformé la courtisane d'Ingres en une jeune fille saine aux joues roses et le harem est devenu le paysage impressionniste rappelant la côte de la Normandie. Édouard Manet. En bateau. Édouard Manet a passé son été de 1874 à Gennevilliers, partageant de bons moments avec ses copains Renoir et Monet sur la Seine à Argenteuil où ce tableau a été peint. En plus d'adopter le coup de pinceau et la palette plus légère de ses collègues impressionnistes, Manet exploite les grands pans de couleurs et les lignes diagonales à la manière des graveurs japonais. Exposé au Salon de 1879 en bateau, a été déclaré par Mary Cassatt comme le dernier cri en peinture et elle a recommandé son acquisition au collectionneur Louis Hevemeyer. Jeune femme en 1866.
Le modèle de Manet, Victorine Meurant, avait récemment posé comme la nue effrontée dans Olympia et dans le Déjeuner sur l'herbe, ces deux œuvres se trouvant au musée d'Orsay. Ici, on la voit en robe de satin. Certains critiques ont vu ce tableau comme un rappel de la femme au perroquet de Courbet. D'autres ont trouvé que cette toile était une allégorie des cinq sens. L'odorat, le bouquet, l'orange, le goût, le perroquet, l'ouïe, et le monocle masculin qu'elle manipule, la vue et le toucher. On va voir les autres tableaux auxquels j'ai fait référence. Voici l'Olympia, le Déjeuner sur l'herbe et le tableau de Courbet. Un matador. Ce matador est l'illustre Posas que Manet avait vu en action lors de son séjour en Espagne en 1865. Cette toile, la première d'une série que Manet exécuta après avoir étudié l'œuvre de Velázquez à Madrid. Il exposa ce tableau avec d'autres sur des thèmes espagnols à l'Exposition universelle de Paris de 1867. La brioche de 1870. De 62 à 70, Manet réalisa plusieurs natures mortes, avec des scènes de poissons, de fruits, dont celle-ci est la dernière et la plus élaborée. Manet a été inspiré par l'acquisition de la peinture de brioche du peintre Jean-Simon Chardin, qu'on va voir tantôt, ce maître français de la nature morte au 18e siècle. Comme Chardin, Manet a entouré la brioche d'objets pour stimuler les sens et l'appétit, à savoir une nappe blanche immaculée, des pêches mûres, des prunes, un couteau poli et une boîte rouge. Et dans la manière traditionnelle, il a déposé une fleur odorante sur la brioche. Voici le tableau de Chardin, qui est pas mal non plus. Mademoiselle Isabelle Lemonnier. Cette femme était la fille d'un riche bijoutier parisien. Entre 1879 et 1882, Manet fit plusieurs portraits d'elle avec qui il se sentait beaucoup d'affinité. À l'été de 1880, il lui transmet une série de lettres décorées avec de charmants croquis à l'aquarelle. William Bouguereau, frère et sœur bretons. Basé sur des croquis faits sur place en Bretagne où il passait l'été à la fin des années 60, Bouguereau a complété ce tableau dans son atelier en 1871. Ces jeunes modèles dans le costume du pays représentent le plaisir de mener une vie simple en contact avec la nature. Ce type de scène plaisait beaucoup aux collectionneurs américains qui ont fait la fortune et le renom de Bouguereau. Mignonne pensive. En 1966, Bouguereau a signé un lucratif contrat avec Goupil et compagnie pour la vente et la reproduction de ses œuvres. Cette gravure tient son titre de la photo de Goupil en 1869, montrant le personnage principal d'un opéra de Goethe. La circulation de ses œuvres, spécialement en Grande-Bretagne et aux États-Unis, a fait de Bouguereau, le peintre académicien du 19e siècle, a remporté le plus de succès. Claude Monet. En 1871, Maison en Hollande, ça s'intitule. En 1871, Monet se rend en Hollande où il a peint ce paysage d'eau limpide et d'un ciel azuré le long d'une rivière. Il a écrit à son ami impressionniste Camille Pissarro. Ici, c'est une superbe place pour la peinture. Il y a plein de choses amusantes partout, comme des centaines de moulins à vent et des bateaux magnifiques. Sans parler des Hollandais qui sont très hospitaliers. Avec une palette dominée par des teintes de vert, Monet a réussi à capturer l'atmosphère un peu brumeuse de ce port hollandais pittoresque. La cathédrale de Rouen au soleil. Monet a peint plus de 30 vues de la cathédrale de Rouen entre 1892 et 1893. Allant d'un tableau à l'autre comme le jour avançait, il peignait la façade des coups de pinceau appuyés qui transmettaient l'aspect rugueux de la pierre sculptée et rendait l'atmosphère de la lumière palpable. Monet a complété ses tableaux dans son atelier de Giverny. C'est pour cette raison que tous les tableaux portent l'inscription 94 ou 95. La main de porte à Étretat. Monet a passé le mois de février 1883 à Étretat, ce village de pêcheurs et station balnéaire sur la côte de Normandie. Il a peint 20 tableaux de la plage et des extraordinaires formations rocheuses qu'on y trouve. Le soleil qui frappe la paroi rocheuse semble la
dématérialisée et l'artiste a pu la représenter exclusivement en termes de couleur et de luminosité. Jean Monnet sur son cheval jouet. Monet a peint ce portrait de son fils Jean l'été de 1972. Grâce aux efforts de son galliériste Paul Durand-Ruel, les finances de Monet s'amélioraient, permettant au Monet de louer une maison à Argenteuil, une agréable banlieue de Paris. Pour ce portrait, il nous montre son fils dans le jardin de leur nouvelle maison. Monet n'a jamais voulu exposer cette toile, mais chose certaine, il l'a gardée avec lui toute sa vie. La promeneuse. Ce portrait de Suzanne Ochédé, dans les prés au sud de Le Pressoir, qui était le nom de la résidence de Monet à Giverny, a probablement été réalisé à l'été de 1887. Elle était devenue le modèle préféré de Monet après la mort de sa première femme, Camille, en 1879. Son modèle était la fille d'Alice Ochédé, que Monet a finalement épousée en 1892. Meule de foin avec l'effet de neige et du soleil. Entre 90 et 91, Monet a fait 30 peintures de meule de foin près de sa maison de Giverny. Il a écrit au critique Gustave Geoffroy « Je travaille très fort, me débattant avec une série de différents effets, mais à cette saison, le soleil se couche tellement tôt que je n'arrive pas à suivre. Plus j'avance, plus je réalise qu'il y a énormément de travail à accomplir pour rendre ce que je recherche. » Les meules de foin ont été la première série que Monet a exposée. En 1991, il en a exposé 15 à la Galerie Durand-Ruel à Paris. La vague verte. Quand Monet expose sa première série de marines à l'exposition des impressionnistes de 1979, un critique a fait remarquer qu'il avait été directement influencé par Manet. Les coups de pinceau et la composition avec l'horizon élevé rappellent sans aucun doute la façon dont Manet avait peint les bateaux de guerre américains, le Kearsarge et le Alabama, que Monet avait peut-être vu à l'exposition de Paris en 1965 et 1967. Le docteur Luc Lancher. Monet fait le portrait de son propre médecin en 1864, alors qu'il était encore à développer ses talents de portraitiste. Le tableau est néanmoins truffé de détails expressifs, comme le docteur qui se croise les jambes et le cigare qui tient nonchalamment dans sa main gauche. Les gestes exagérés viennent peut-être de la période où Monet faisait auparavant de la caricature. Alors, comme je le disais, nous allons reprendre avec Berthe Morisseau. Vous avez des questions? Et je voulais vous mentionner que si jamais vous avez des questions à la fin de chaque artiste, ne vous gênez pas pour les exposer ou pour faire des commentaires. Alors, Berthe Morisseau, ce tableau s'intitule « Jeune femme assise sur un canapé ». Au moment où Berthe Morisseau a réalisé cette toile d'un modèle dans son appartement parisien, un critique d'art écrivait ceci. « Elle moud des pétales de fleurs sur sa palette pour mieux les épandre sur sa toile avec des touches fines et aériennes, produisant ainsi quelque chose d'absolument charmant. » Berthe Morisseau, à ce moment-là, était vraiment à son apogée. Jeune femme tricotant. Morisseau a exposé avec les impressionnistes entre 1974 et 1986 en peignant un nombre de personnages en plein air. Elle essayait d'atteindre la même apparence de spontanéité que dans ses aquarelles et ses pastels. La palette aux teintes légères et le modelage de la forme par des touches de couleurs de cet ordre de 83 sont typiques de son style. La robe rose. Le portraitiste à la mode Jacques-Émile Blanche a été témoin de la préparation de ce tableau à la villa Fodor, la résidence de Marguerite Carré, sujet de ce portrait. Il a rapporté ce qui suit. Un jour, Mme Morisseau a peint sous mes yeux ce charmant portrait de Mademoiselle Marguerite dans une robe rose pâle. En fait, Berthe était pleinement elle-même en éliminant les ombres et les demi-tons. Le tableau a requis plusieurs séances de pause, car Berthe reprenait à chaque fois ce qu'elle avait peint la veille, perfectionniste qu'elle était. Étude pour une jeune fille au manteau vert. Berthe a profité d'une vie de privilège de culture en France où elle a étudié avec Camille Pissarro et avec son beau-frère Edgar Manet. Elle a participé à 7 des 8 expositions impressionnistes. Ce dessin est une des études préparatoires pour un tableau à l'huile du même titre.
Les traits du visage arrondis de son modèle révèlent l'influence de Renoir, qui était un des proches de Berthe. Passons maintenant à un autre artiste, Georges Seurat. Étude pour les poseuses. Ce dessin poétique rend évidente la maîtrise du crayon que Seurat possédait pour exprimer des textures veloutées avec des contours parfaitement estompés. La robe raide, presque maladroite du modèle, confirme que ce dessin, la pose raide, pardon, presque maladroite. Vous cherchez la robe, là? C'était un piège. Confirme que ce dessin n'est qu'une étude pour la fameuse toile Les Poseuses qu'on va voir ici. La forêt de Pont-Aubert. Seurat a séjourné pendant 2 mois à l'automne de 81 à Pont-Aubert, un village au sud de Paris, fréquenté jadis par Corot et d'autres peintres de l'école de Barbizon. Sa visite a inspiré sa représentation d'un sous-bois qu'il a complété dans son atelier en hiver. Avec son harmonie des verts et les subtils effets de lumière, ce tableau annonce déjà les 2 œuvres monumentales à venir, Les baigneurs à Asnières et Un dimanche à l'île de la Grande Jatte. Le jardinier. Même si Seurat est plus connu pour ses scènes de la vie urbaine, plusieurs de ses tableaux entre 81 et 84 décrivent des travailleurs ruraux et des paysages. À l'origine, il préférait une palette au ton de terre, mais les tonalités vibrantes de cette toile reflètent l'intérêt grandissant de Seurat pour les techniques impressionnistes et pour la lecture du traité sur la couleur. Temps gris à l'île de la Grande Jatte. Ce paysage s'étend de l'île de la Grande Jatte encadré par les arbres jusqu'aux maisons aux toits rouges de Courbevoie de l'autre côté de la Seine. Auparavant, Seurat avait déjà réalisé ses baigneurs à Asnières qui se trouvent à la National Gallery de Londres et son dimanche à l'île de la Grande Jatte qui est au Art Institute de Chicago. 2 musées que nous avons déjà étudiés. Pardon. Ce tableau est un bel exemple de sa technique du pointillisme pour exprimer la clarté de la nature avec toutes ses nuances. Passons maintenant à l'œuvre de Edgar Degas qui se trouve au Met. Autoportrait. Au tout début de sa carrière, Degas a produit environ 40 autoportraits dans différents médias. Cette ressemblance-ci date d'environ 55-56, quand le jeune artiste a quitté sa formation formelle à l'École des Beaux-Arts pour aller faire un séjour prolongé en Italie, en fait à Naples, où il avait de la famille. Ce tableau reflète sa connaissance des autoportraits de Rembrandt, d'Ingres et de Delacroix. Les 2 danseuses. Ce dessin aux libres élans appartient aux études exécutées par Degas à l'encre sépia délavée sur des papiers colorés. Ces danseuses se tiennent à la gauche du maître de danse dans la classe de danse qui est au musée d'Orsay. L'arabesque de vent. Pendant toute sa vie, Degas faisait des études sculptées de danseuses dans des matériaux peu orthodoxes, comme de la cire, de l'argile et le fil de métal. Après son décès, ses héritiers ont fait couler en bronze plusieurs de ses statuettes qui aidaient Degas à mieux comprendre la transition entre les mouvements de danse. La chanteuse en verre. Avec ses petits yeux et ses pommettes saillantes, ce modèle s'appelle Marie von Goethen, la petite fille de la classe ouvrière qui avait posé pour la petite danseuse de 14 ans la fameuse sculpture de Degas. Ici, la robe de la chanteuse est rendue à des tonalités brillantes de jaune, de turquoise et d'oranger qui démontrent des expériences que faisait Degas avec des couleurs contrastantes dans les années 1880. Le cheval rétif. Même si Degas n'avait pas l'intention d'exposer ses statuettes d'études, ses héritiers, comme j'ai dit tantôt, ont fait couler un certain nombre en bronze pour être vendus au public. C'est la réputée firme de fondeur Hébrard qui se chargea de cette délicate opération. Chaque statuette fut marquée d'un numéro distinct. On connaît l'intérêt de Degas pour les chevaux, lui qui a peint plein de scènes les mettant en évidence. Femme se séchant le pied. Dans ce pastel de 85-86, Degas explore le potentiel expressif d'une baigneuse repliée comme un escargot en train de sécher son pied.
L'harmonie des bleus, des jaunes et des verts est typique de plusieurs de ces pastels de baigneuses. Mais les tonalités sont plus fortes dans cette image. La classe de danse. C'est la première toile de Degas sur la danse. Comme il n'avait pas encore la permission d'observer les danseuses dans les salles de répétition, alors il les avait convoquées à venir dans son atelier. Ces sessions ont mené à plusieurs toiles à la fin des années 1870. La repasseuse. Autant Degas était fasciné par les mouvements des danseuses, autant il était intrigué par le geste répétitif des repasseuses dans leur travail. Cette peinture est caractérisée par ce chiaroscuro dramatique, c'est-à-dire ce contraste violent entre la lumière et l'ombre, où on ne voit de la femme que sa silhouette sur un fond d'un blanc lumineux. 3 jockeys. Légers et dynamiques, les chevaux de course avec leurs jockeys aux vêtements colorés ont attiré Degas pendant toute sa carrière. Ici, il a ajouté une touche d'humour, car le cheval de gauche se penche en étirant le cou pour brouter l'herbe. Ce pastel est le dernier d'une variation de 3 compositions différentes réalisées sur une période de 12 ans. Portrait d'une femme en gris. Cette femme est montrée dans un moment de transition apparemment en train de se lever du sofa avec un léger sourire aux lèvres. Elle n'est pas identifiée, mais il est plausible que ce soit quelqu'un que Degas connaissait intimement. Degas n'était pas intéressé à recevoir des mandats pour faire des portraits. Il préférait nettement faire les portraits de sa famille et de ses amis. On passe maintenant au peintre flamand de la collection du Met, en commençant par Rubens, Pierre-Paul Rubens. Ce portrait très délicat de Rubens sur cuivre est un de ses tout premiers tableaux. Celui-ci était à l'origine une composition symétrique a été coupée, car un des propriétaires avait dit « Seuls les princes ont des maisons assez grandes pour accrocher un tel tableau ». Rubens a été assisté par toute une équipe pour réaliser cette œuvre, mais il insistera pour dire que c'est lui qui a peint les loups. Van Gogh. Autoportrait avec chapeau de paille. Vincent Van Gogh a réalisé plus de 20 autoportraits durant son séjour à Paris de 86 à 88. Étant sans le sou, mais déterminé à démontrer ses talents de portraitiste, il devint son meilleur modèle, ne pouvant payer personne d'autre pour le faire. Dans cette œuvre, il nous démontre qu'il connaît bien la technique néo-impressionniste et la théorie des couleurs. Les souliers. Van Gogh a peint plusieurs natures mortes durant sa période parisienne. Mais celle-ci a été peinte à Arles et démontre des souliers qui sont placés dans un contexte spatial spécifique. On les voit sur un plancher de tuiles rougeâtres. Certains ont suggéré que ces souliers appartenaient à M. Patience Escalier, tout un nom. Un vieux paysan au Van Gogh avait fait le portrait en même temps de l'été de 88. Vous allez voir le portrait de M. Patience Escalier. C'est lui. Les iris. Au mois de mai 90, juste avant de quitter l'asile de Saint-Rémy-de-Provence, Van Gogh a peint 4 bouquets de fleurs printanières, 2 étant des iris et 2 étant des roses. Dans ce tableau, il recherchait en effet l'arme d'harmonie doucereuse, plaçant les fleurs violettes contre un arrière-plan rosâtre. La berceuse. Les portraits que Van Gogh réalisa d'Augustine Roulin, la femme de son ami, le maître de poste d'Arles. Celui-ci est celui que la femme conservera. Van Gogh lui a dit qu'elle avait l'œil et qu'elle avait choisi le meilleur. La corde que la femme tient à la main est reliée à un berceau que la femme agitait pendant qu'elle posait pour le peintre. On passe maintenant à Rembrandt. Portrait d'un homme tenant ses gants. Dans le style et dans l'exécution de ce portrait d'un homme respectable, on retrouve le Rembrandt des années 1645 et 1650. La qualité du tableau a été abîmée par l'abrasion dans le visage. La ligne de la mâchoire a été retouchée et la main refaite. Les yeux, la bouche et la texture de la peau et des cheveux sont typiques de Rembrandt. La mère de l'artiste. La femme sur cette image apparaît dans plusieurs gravures anciennes de Rembrandt. Elle a été identifiée depuis la fin du XVIIe siècle comme étant la mère de Rembrandt. Au début, même si ce dernier s'initiait à la technique de la gravure, il a réussi à capter magnifiquement l'âge et l'expression de sa mère,
avec un minimum de lignes dans son image. La femme à l'œillet. Avec son front orné de bijoux, la poseuse dans ce portrait nous montre un œillet, symbole d'amour et de mariage. Son expression pensive transforme le portrait en autre chose qu'une simple mention de son statut social. Selon certains historiens, cette femme serait Élisabeth Delft à l'âge de 40 ans. Johan Vermeer, la jeune femme avec le pot à eau. Debout à côté d'une fenêtre ouverte, cette femme commence sa journée en faisant sa toilette avec un pot à eau et un plateau avec des tissus pour protéger sa robe et ses cheveux. Ce tableau de Vermeer a été le premier à faire partie d'une collection américaine. Il montre l'intérêt de Vermeer pour les thèmes domestiques, nous rendant presque voyeurs de la vie privée de cette femme avant qu'elle ne se présente au public. La jeune femme avec un luth. Une jeune femme regarde par la fenêtre alors qu'elle accorde son luth. Des partitions ouvertes et une viole de gamme qui repose au sol nous indiquent qu'elle se prépare à jouer en duo. Les enfants des gens riches en Hollande étudiaient la musique dans le cadre de leur éducation. Aussi, les concerts amateurs étaient autant d'occasions de flirter entre jeunes gens. La carte de l'Europe au mur était présente dans toutes les maisons hollandaises de l'époque, reflétant la fierté nationale de leur expertise en navigation et en cartographie. Une domestique endormie. La conduite répréhensible des domestiques était un sujet de conversation courant en Hollande à cette époque. Tout en nous montrant la domestique endormie à côté d'une coupe de vin, Vermeer a transfiguré une scène ordinaire en une recherche sur la lumière, sur les couleurs et sur les textures, allant bien au-delà de la leçon moralisatrice. Des rayons X du tableau montrent que Vermeer a fait disparaître de silhouette masculine dans l'embrasure de la porte, piquant la curiosité au plus haut point. L'allégorie de la religion catholique. Ce tableau a été peint à l'époque où la célébration de la messe par les catholiques était strictement interdite en Hollande. Vermeer s'était converti au catholicisme avant son mariage. L'œuvre nous montre un calice, un missel, un crucifix sur la table. Il laisse supposer que la messe pouvait être célébrée par les catholiques dans l'intimité de leur maison. Passons maintenant à l'œuvre de Van Dyck, La Vierge et l'Enfant avec Sainte Catherine. L'enfant Jésus réagit avec un sourire à Sainte Catherine qui est venue l'adorer. Cette dernière était considérée comme une personne capable d'intercéder auprès du Très-Haut à cause de son mariage mystique avec le Christ. Ce tableau représente l'admiration que Van Dyck avait pour les peintres du nord de l'Italie, tels que le Titien, Véronèse et le Pérugin. Lucas van Uffel. Ce monsieur était un riche marchand flamand qui vivait à Venise, où ce portrait a été fait. Inspiré par les peintres vénitiens de la Renaissance, il représente son sujet comme un homme bien éduqué, avec des indications sur ses champs d'intérêt, un compas, une sculpture de l'Antiquité et un globe terrestre. La pose inusitée du sujet, comme s'il se levait pour accueillir quelqu'un, apporte beaucoup de dynamisme au portrait. Un vieil homme à la barbe blanche. La pratique de Rubens de prendre des gens sur la rue pour servir de modèle a été transmise à ses collègues plus jeunes, comme Van Dyck. Le présent tableau a déjà été attribué à Rubens, mais les surfaces douces et texturées sont typiques de Van Dyck à ses débuts. Ils sont en contraste avec le style plus incisif de Rubens. On prend maintenant les peintres de d'autres pays, en commençant par Chagall, Marc Chagall. La mariée à l'éventail. Pendant son séjour en France entre 1910 et 1914, Marc Chagall s'ennuyait de sa Russie natale. Ici, il nous présente sa fiancée Bella Rosenfeld, qui l'épousera éventuellement en 1915. L'utilisation d'une palette avec seulement du bleu et du blanc est inusitée pour lui, alors que ses autres œuvres sont beaucoup plus colorées. Pierre Matisse, fils du grand peintre Henri Matisse, était le propriétaire d'une galerie d'art à New York. Il a réussi à monter une exposition des œuvres de Chagall en 1924 qui a eu un succès retentissant. Il y aura donc 16 autres expositions de Chagall dans cette même ville de New York jusqu'en 1982. Le pont de Passy et la tour Eiffel.
Les lignes et les plans convergent vers le centre de cette composition dont le sujet est l'urbanisation de Paris. Le centre de la composition dynamique se trouve au pied de ce réputé monument parisien. Chagall intensifie la composition par des juxtapositions de plans de couleurs différentes. Le cheval qu'on voit à gauche est la touche personnelle qui lui rappelle son pays d'origine. Neige et hiver à Villebosque. Chagall a peint ce tableau en 1911 alors qu'il était à Paris. Ses souvenirs de la Russie alimentaient son imagination. Ce tableau nostalgique a été fait à la gouache. On voit des adultes qui tirent des traîneaux transportant des enfants. La coupole d'une des nombreuses églises de Villebosque apparaît à l'extrême droite. Les couleurs lumineuses et les accents naïfs de cette œuvre sont des éléments empreints de l'art folklorique russe. Les amoureux. Des détails de contes de fées dans une ville russe peuvent être vus à travers la fenêtre d'une scène imaginaire de sa chambre à Villebosque, même s'il l'a peinte à Paris. Les amoureux sont l'artiste avec sa fiancée Bella Rosenfeld. Chagall a développé un style unique qui mêle sentiment et fantaisie. Fernando Botero de Colombie. Le tableau s'intitule « Danser en Colombie », justement. L'art de Botero dépeint souvent des scènes de loisirs dans lesquelles les gens boivent ou dansent. Même si à première vue, ces œuvres peuvent sembler humoristiques, elles comportent souvent des commentaires sociaux et politiques. Le présent tableau nous montre une scène animée qui se passe dans un café. La pièce déborde avec ses 7 musiciens, ses 2 danseurs et son jukebox. Les détails du tableau, tels les mégots de cigarettes et les restes de fruits qui jonchent le sol et les ampoules nues qui assurent l'éclairage, nous suggèrent que ce café est un lieu sordide où se trouvent des gens dépravés. Il y a une vraie différence entre les 2 groupes de personnages. Les musiciens semblent inanimés et n'être là que pour servir d'arrière-plan, tandis que les danseurs s'y donnent de façon endiablée. Les surfaces peintes sont extrêmement douces, sans aucun coup de pinceau apparent. Les couleurs sont plutôt éteintes, même si de petites touches brillantes de rouge, de jaune et de vert apparaissent à travers tout cela. On va passer maintenant aux peintres anglais de la collection, en commençant par James Tissot, qui en réalité est un peintre français, mais qui a fait carrière en Angleterre. Ce tableau s'intitule « Matinée printanière ». La lumière de ce matin de printemps est tellement brillante que la femme s'en protège les yeux avec sa main. Le contre-jour créé par la position du soleil derrière le personnage était populaire parmi les peintres impressionnistes dans les années 1870 et 1880. William Turner, le lac de Zug, en Suisse. De retour d'un séjour prolongé en Suisse, Turner se mit en fait de produire des aquarelles à partir des croquis de son voyage. On voit dans cette œuvre toute la prouesse technique qui a rendu Turner célèbre. Le lac Pardon. Le lac à la montagne nous montre l'application successive de couleurs, d'abord diluées, puis en application plus sèche et finalement en mélange semi-opaque. Le soleil se lève entre les montagnes, pendant qu'à l'avant-plan, des jeunes filles nues se baignent dans le lac. Alfred Sisley. Après que Courbet eut exposé plusieurs paysages d'hiver en 1867, comme celui-ci qu'on voit à l'écran, des artistes plus jeunes comme Monet, Renoir et Sisley se mirent à explorer les possibilités de ces paysages peints de couleurs vives. Cette œuvre, avec sa palette nuancée et ses coups de pinceau d'expert, est une des plusieurs peintes par Sisley à l'hiver de 1891, tout près de sa résidence. 4 canards au bord de l'eau. Durant les années 80 et 90, Sisley utilisait de plus en plus les bâtons de pastel. Avec peu de détails, il met ici l'emphase sur les bandes horizontales de couleurs où alternent le bleu et le vert du ciel, de la rivière et de la rive opposée. Devant cet arrière-plan, on voit 4 canards, un motif qu'il répétera souvent à la fin de sa carrière. Passons maintenant au peintre espagnol de la collection du musée du Met. On va commencer par Goya. Les Majas au balcon. Le thème de femmes au balcon, surveillées par des compagnons mâles un peu malveillants, a donné un des plus puissants tableaux de Francisco Goya. La composition innovante de Goya, selon le plan du balcon et celui de la peinture se superposent, a été adoptée par Manet dans les scènes de la vie urbaine
qu'il a peint dans les années 1860. Un homme séparant des belligérants. Ce dessin appartient à une série sur un être abusif, le constable Lumpinos. La représentation de l'agression du protagoniste démontre son mauvais traitement des prostituées et des étudiants. L'espace vide autour des personnages accentue l'effet de violence, de mouvement présent dans cette scène. Pepito. Les blancs éclatants du costume de cet enfant, taillé sur mesure pour imiter l'uniforme d'un soldat, le distingue des autres références militaires déguisées en jouets, comme le cheval, le tambour et le fusil doté d'une baïonnette. Ce tableau semble être une allusion à la guerre d'indépendance de l'Espagne du début du 19e siècle. Le père de cet enfant était le médecin personnel du roi Ferdinand VII. Manuel Osorio. Dans son splendide costume rouge, le fils du comte et de la comtesse d'Altamira nous apparaît entre une cage de pinsons et trois chats aux yeux grands ouverts à la vue de la pie du garçon. Dans son bec, la pie tient la carte de l'affaire de Goya et sa signature. Goya a voulu peut-être passer son commentaire sur la nature fugace de la jeunesse. El Greco. Le Christ guérissa un aveugle. Ce chef-d'œuvre peint par El Greco date de 1567, après qu'il eut quitté sa Crète natale et avant qu'il ne se réfugie en Espagne. Ce thème représenté ici a été très populaire en ces temps de la contre-réforme catholique, où la guérison de la cécité était emblématique de la foi retrouvée par certains protestants qui avaient délaissé Luther pour retourner à l'Église catholique. Juan Gris. Le titre du tableau, c'est Juan Lega. Ce tableau est une des premières œuvres cubistes de Juan Gris, le peintre espagnol. Le modèle serait un journaliste espagnol en poste à Paris. Voilà le cheminement de Gris qui essaye d'aborder le cubisme par le fractionnement des plans continus. L'artiste maintient les tonalités de peinture éteintes préconisées par Braque et Picasso. Harlequin avec une guitare. Comme d'autres artistes européens avant eux, les cubistes ont souvent représenté Harlequin, un personnage bien connu de la commedia dell'arte. Facilement repérable à son costume à carreaux, Harlequin est un joueur de tours avec une tendance à agir impulsivement. Gris aimait beaucoup ce personnage et il l'a inclus dans ses tableaux à 40 reprises entre 1917 et 1925. Dans ce tableau, l'aspect caricatural du personnage adoucit le fractionnement cubiste, tandis que les rayons de lumière illuminent son costume. Passons maintenant au peintre Diego Velázquez. Portrait d'un homme. Pendant son séjour à Rome, Velázquez a fait plusieurs portraits, allant du pape et des cardinaux à de parfaits inconnus. On ne connaît pas l'identité de ce personnage, mais ce tableau peint avec une grande finesse et sans aucun doute attribuable à Velázquez pendant sa période romaine. Marie-Thérèse, infante d'Espagne. La fille du roi Philippe IV d'Espagne était l'héritière présumée du trône en 1646. Plusieurs princes à travers l'Europe étaient intéressés à voir le portrait de la jeune infante quand elle se rapprochait de l'âge où elle pouvait se marier. Marie-Thérèse portait ici une perruque ornée de papillons en nacre. L'infante a finalement épousé Louis XIV et devint donc reine de la France. Picasso, le repas de l'aveugle. Une des œuvres les plus importantes de la période bleue de Picasso, ce tableau reprend le sens du sacrement de l'Eucharistie, soit le rituel de manger le pain et le vin comme étant la chair et le sang de Jésus-Christ. La composition de la toile est renforcée par le dénuement du décor et la palette restreinte à quelques teintes. Femme nue assise. Ce personnage monumental, au ton de terre, a été sa réponse aux arts de l'Afrique et de l'Océanie qu'il avait vu en visitant le musée d'ethnographie du Trocadéro à Paris. Il avait trouvé là dans ses œuvres de nouvelles pistes à explorer dans sa démarche artistique. Tête de femme. Pendant l'été de 1922, dans son petit studio à Dinard sur la côte de Bretagne, Picasso a produit un grand nombre de dessins exceptionnels. Celui-ci est un des plus grands. Il rappelle les fresques qui l'avaient tant impressionné
en 1917 lors de son voyage à Rome et à Naples, alors qu'il accompagnait les ballets russes dans leur tournée. Ramon Pichot. Peu après sa première exposition solo en 1900 à une taverne de Barcelone, Picasso a produit une série de caricatures de connaissances et d'amis. Ramon Pichot était plus vieux de 9 ans que Picasso, mais c'était néanmoins un très bon ami. Il était graveur et illustrateur, il avait exposé à la même taverne. En 1908, Pichot a épousé Laure Gargallo, une ancienne amoureuse de Picasso. La rêveuse. Marie-Thérèse Walter, le sujet de ce tableau sensuel, a rencontré Picasso en 1927, alors qu'elle n'avait que 17 ans, que ce dernier en avait 45. Elle est devenue son amoureuse et sa muse peu de temps après. Le style fluide aux lignes courbes, accentué de cette toile et les tonalités brillantes utilisées pour représenter Marie-Thérèse diffèrent des représentations antérieures de femmes. Picasso nous montre son corps qui ressemble à une statuette de déesse de la fertilité. La coiffure. Même si les historiens de l'art associent une femme à sa toilette avec la fameuse série de baigneuses d'Edgar Degas, il est peu probable que Picasso ait vu ces tableaux. Il a choisi de retirer de cette scène tout érotisme habituellement associé à ce sujet. À la place, il oriente le tableau dans une variation à contrepoint sur la Sainte Famille, avec des échos de la toile de la Vierge et de Sainte-Anne de Léonard de Vinci, qui se trouve au Louvre. Alors, ceci termine mon exposé de la collection du Musée Metropolitan de New York, et j'aimerais vous faire mes commentaires éditoriaux, si on veut, sur la composition de cette collection. Comme vous avez pu le constater, ce musée majeur est d'un caractère généraliste, contrairement au musée d'Orsay et à la National Gallery de Londres, qui sont des musées spécialisés. Sa collection de 2 millions d'objets d'art est répartie entre plusieurs regroupements de fabuleuses œuvres dans des domaines très diversifiés tels que mentionnés au début. Comme vous venez de le constater, ce musée est particulièrement bien doté en œuvres des grands maîtres européens. S'il y a un domaine où sa collection est moins forte, je dirais que c'est dans les œuvres contemporaines. Mais il faut savoir qu'il existe à New York des musées comme le Museum of Modern Art, ou le MoMA, le musée Whitney et le Guggenheim Museum, dont c'est justement la spécialité. La ville de New York est une formidable ville muséale, proche concurrente de Paris à cet égard. Vous pourriez passer une semaine complète dans les musées de New York en changeant de musée à chaque jour. On parle ici de musées d'envergure. C'est sur ces mots que se termine la conférence d'aujourd'hui. Je vous remercie de vos intérêts et de votre attention. Alors, on va passer maintenant au quiz. Merci. Alors, voici les questions du quiz du Metropolitan. Première question, dans quel grand parc de New York se trouve ce musée? Deuxième question, il y a combien de toiles de Riopelle dans ce musée? Troisième question, pendant son séjour en France de 1910 à 1914, Marc Chagall s'ennuyait de sa natale, remplir le vide. J'ai oublié la question 3. Non, je l'ai dit. Okay. Ah, excuse-moi. 3. Outre le ballet, quel était le grand centre d'intérêt de Degas? Dernière question, de quel peintre un critique a-t-il déclaré « Elle moue des pétales de fleurs sur sa palette pour mieux les épandre sur sa toile avec des touches fines et aériennes »